Bonjour, je m'appelle Marie-Ange Lataille et je suis orthophoniste au Conseil scolaire Franco-Sud. Il me fait plaisir de vous présenter la première partie de nos capsules sur la communication alternative et augmentée. Et la deuxième partie sera présentée par Émilie Lefebvre, notre autre orthophoniste ici au Conseil. Alors, allons-y. Donc, avant de décrire vraiment ce qu'est la communication alternative et augmentée, nous, les orthophonistes, on tient beaucoup à rappeler que le fait de communiquer est un droit. Donc, même si un élève n'est pas capable de produire des phrases complètes par la bouche ou qu'il a de la difficulté à se faire comprendre quand il parle oralement en général ou bien de comprendre son entourage, eh bien, cet élève-là a quand même un droit à se faire comprendre et à bien comprendre ce qui se passe autour de lui. Donc, qu'est-ce que c'est exactement que la CAA? Ici, on utilise l'acronyme CAA pour se simplifier la vie parce que c'est un long nom à dire. Donc, la CAA comprend les moyens humains, mais aussi les outils qui vont permettre à justement une personne qui a des défis à communiquer, à comprendre ce qui se passe autour de lui et à bien être compris par les gens autour de lui. Donc, ces moyens vont soit remplacer carrément le langage oral s'il est absent. Donc, quelqu'un qui n'est pas capable de parler avec sa bouche, ben, ça vient expliquer le côté alternatif là, du nom de ce type de communication-là. Puis, ça peut également améliorer une communication qui est simplement insuffisante. Fait que peut-être qu'il y a un peu de communication qui se fait par la bouche ou peu importe le moyen, mais c'est insuffisant seul. Donc ici, ça couvre le côté augmenté de ce type de communication-là. Donc, la CAA comprend vraiment toutes les formes de communication excluant la parole. Donc, par exemple, les expressions faciales, la langue des signes. Même ici, on voit un petit garçon qui utilise un tableau de communication sur un appareil. Alors, je vais voir les exemples avec vous plus en détail un peu plus tard. Donc, des mythes assez récurrents que pour nous, les orthophonistes et d'autres professionnels de la santé, sont les suivants. Donc, le premier qui est typique, c'est que la CAA est une méthode de dernier recours. Donc, souvent, les gens vont attendre vraiment de voir que, telle technique ne fonctionne pas. Alors là, maintenant, on va arriver avec la CAA. Mais il a été montré que plus tôt on commence, mieux le langage va se développer parce qu'on commence un peu plus tôt à donner des indices et ce support-là. Un autre mythe, c'est que la CAA vient ralentir ou même empêcher le développement de la parole, ce qui n'est pas vrai. En fait, on essaie vraiment beaucoup de continuer à développer le langage, donc développer le vocabulaire, la production de certaines phrases, essayer d'aider avec des demandes simples pour répondre aux besoins des enfants en attendant que la parole vienne se développer. Puis, on peut aussi faire des exercices pour le côté plus moteur de la parole en parallèle. Alors, c'est vraiment pas une raison de ne pas utiliser d'autres moyens comme la langue des signes ou bien même un appareil avec des petites touches sur un iPad. Justement, parlant des appareils, un peu plus complexe, là, le prochain mythe est que les appareils qui ont une sortie vocale, donc qui marchent, qui parlent avec une petite voix robotique, là, sont seulement pour les élèves qui ont une cognition intacte et qui ont de bonnes fonctions exécutives. Ça, c'est pas vrai. Ça peut vraiment être utilisé par n'importe qui. Les enfants doivent atteindre un certain âge ou stade de développement ou avoir acquis certaines habiletés avant de tirer avantage de la CAA. Encore ici, ce n'est pas vrai.
On peut commencer à n'importe quel moment. La seule chose est qu'il faut qu'on utilise et qu'on choisisse un bon système euh, pour, euh, pour répondre aux besoins de l'enfant et voir où il est rendu justement dans son stade. Alors, on peut toujours trouver un moyen de communication qui est approprié pour cet enfant-là et où il est rendu. Et le dernier point, c'est que l'utilisation de la CAA est toujours difficile. Donc ça, c'est un mythe. Oui, il y a des systèmes qui sont plus complexes que d'autres, mais à ce moment-là, encore, c'est une question d'utiliser le bon système pour répondre aux besoins de l'élève, mais aussi être approprié pour le contexte. Donc ici, c'est un beau petit visuel, là. Désolé, il est en anglais, mais essentiellement, ça demande, est-ce que la personne respire? Sinon, bien, on va pas pouvoir utiliser la CAA, mais si elle respire, eh bien, elle est une bonne candidate pour la CAA. Alors, c'est juste de dire que n'importe qui peut l'utiliser, puis je vais en reparler un peu plus tard également. Donc, vraiment, à quoi va servir la CAA de façon un peu plus concrète, puis quels sont les avantages d'utiliser ce moyen alternatif de communication? Donc, son but est de favoriser la communication indépendante et aussi efficace. Donc, encore là, si la communication orale n'est pas efficace, bien la CAA peut venir représenter une autre façon de communiquer qui est aussi valide que si la personne parlait avec la bouche. Donc ici, ça vient ramener le point que de communiquer, c'est un droit. Donc, si un enfant n'est pas capable de communiquer oralement, eh bien, on devrait faire tous les efforts possibles pour pouvoir reconnaître que les autres moyens à communiquer de cet enfant-là sont aussi valides qu'un autre enfant. Et ça peut prendre beaucoup, beaucoup de travail, mais l'important, c'est d'essayer de trouver, de reconnaître que l'élève a autant le droit de communiquer que d'autres. Donc, à qui peut servir la CAA? Ça sert à tout le monde. Puis, vous remarquerez aussi que pendant la présentation, je vais beaucoup me répéter. Puis, Émilie, dans la prochaine capsule, va pouvoir vous parler un petit peu de la répétition et à quoi ça peut vraiment servir pour ces élèves-là. OK? Donc, les élèves, tout le monde peut utiliser la CAA, mais il y a des élèves qui vont vraiment nécessiter des appuis visuels pour les aider à communiquer, à mieux comprendre ce qui se passe autour d'eux. Donc, nous, typiquement, on va avoir des élèves qui sont sur le spectre de l'autisme ou qui vont avoir un trouble, un retard langagier. Certains élèves qui ont un trouble de déficit de l'attention peuvent avoir peuvent être attirés par ce type de communication-là. Puis c'est c'est un repère visuel aussi qui peut les aider à se concentrer sur ce type de communication-là. Alors, ça peut être un avantage pour eux. Prochain point, l'apprentissage d'une deuxième langue. Dans notre milieu minoritaire francophone, eh bien, on comprend vraiment l'importance de ce point-là. Puis dans nos écoles, la francisation est un des plus grands besoins. Alors, ça pourrait évidemment servir à appuyer l'apprentissage d'une deuxième langue en utilisant des appuis visuels. La paralysie cérébrale est un autre diagnostic qui peut demander d'utiliser d'autres moyens. La dyspraxie verbale ou simplement motrice. Donc, la dyspraxie, c'est vraiment le trouble de coordination motrice. Donc, ça peut être autant les mains qui sont pas coordonnées dans leurs mouvements ou même au niveau de la bouche et de la langue. Donc, certains élèves peuvent ne pas avoir de troubles langagiers, donc avoir tout le vocabulaire dont ils ont besoin, d'être capable de produire des phrases complètes, mais quand vient le temps de venir dire les choses avec leur bouche, la coordination des muscles ne se fait pas correctement et ils peuvent être très, très difficiles à comprendre.
Alors ça, c'est un autre diagnostic qui peut être posé chez certains élèves. C'est différent des élèves qui ont juste des difficultés avec, mettons, un son. On a des élèves qui vont peut-être zozoter ou qui ont de la difficulté à faire le son K. C'est pas la même chose, mais encore, ça pourrait être des bons candidats, comme tout le monde, à utiliser la CAA. Il y a des élèves qui ont un délai cognitif qui peuvent en tirer davantage et aussi, évidemment, les troubles d'apprentissage. Donc ça, c'est juste des exemples d'élèves qui ont peut-être plus de besoins que les autres élèves. Donc, les avantages sont que la CAA ne retarde pas l'apparition ou le développement du langage oral. Puis, comme je disais un peu plus tôt, au contraire, le langage va continuer à se développer en attendant que le côté oral se développe. Donc, on peut travailler la compréhension et l'expression des mots et des phrases avec l'appareil. Puis, en parallèle, on peut travailler le côté plus moteur de la bouche si l'enfant est un bon candidat pour le faire. Mais au moins, on sait que le côté langagier continue de se développer et qu'on ne fait pas juste attendre que la bouche se mette à mieux fonctionner. Ça va également augmenter le nombre de partenaires de communication. Donc, souvent, ce qu'on trouve, ce qui se passe, c'est que les parents, donc papa, maman, vont quand même mieux comprendre l'enfant, mais ça va se limiter à ça. Ou bien ça va se limiter aux frères et sœurs. Peut-être l'enseignante va communiquer avec, mais les enfants qui ont de la difficulté à communiquer vont pas avoir autant de partenaires pour se pratiquer, se pratiquer pour non seulement s'exprimer, mais aussi comprendre des choses que d'autres enfants de leur âge leur diraient normalement. Un autre avantage, c'est que ça peut obliger l'adulte à ralentir son débit de parole. Donc, c'est-à-dire que si j'essaie d'incorporer dans ma routine la langue des signes ou certains mots de la langue des signes, ou bien que j'utilise un appareil avec un tableau de communication et que je veux indiquer certains mots, bien moi, ça me force à ralentir ma vitesse. Les mots sont plus lents, ça va être un peu plus facile pour l'enfant de traiter les mots. Donc, ça va devenir plus accessible à cet enfant-là. Parfois, on a tendance aussi à vouloir parler un peu plus vite. On veut donner plus de vocabulaire à l'enfant, donc on va en donner beaucoup. Mais pour certains élèves, il faut qu'on ralentisse un peu pour que ça devienne beaucoup plus accessible. On peut diminuer aussi des moments de frustration et de comportement qui sont liés au bris de communication. C'est-à-dire que si l'enfant ne se fait pas comprendre, ou qu'il y a des besoins, puis que la personne n'arrive pas à déceler exactement quel est le besoin, bien l'enfant peut avoir des frustrations, il peut avoir des colères, il peut devenir un peu violent ou il peut briser des choses ou peu importe la réaction naturelle de cet enfant-là. Donc on veut venir diminuer ces moments de frustration-là. OK. Pardon, j'ai un petit problème technique. Alors, ici, la prochaine page vient un petit peu expliquer des choses qui vont se passer parfois. Donc, par exemple, si on offre deux choix à un enfant, alors on peut demander, est-ce que tu veux un biscuit ou un cornet de crème glacée? Ben, l'enfant, s'il veut un des deux, il peut facilement pointer un des deux. Mais, s'il veut des croustilles, comment est-ce qu'on peut le savoir? On peut pas non plus assumer que s'il pointe pas une des deux options, que ça va forcément être des croustilles, parce que les croustilles n'étaient pas une option dans les choix. Alors, c'est pour ça que d'avoir un autre système de communication peut vraiment donner plus de choix à l'enfant. Puis qu'il fasse des demandes qui sont propres à lui et qui ne sont pas seulement dépendantes de l'entourage et
de ce que l'adulte pense que l'enfant a besoin. Donc, les types et exemples de CAA sont assez variés, puis ça peut répondre à différents besoins, là. Donc, on a tout d'abord les moyens humains, donc qu'on appelle non assistés parce qu'il n'y a pas d'items, ça se fait vraiment avec le corps. Donc, certains exemples ici sont les expressions faciales, comme j'avais dit tantôt, le langage corporel, donc de se croiser les bras, de se retourner de bord, de rejeter la personne en la regardant plus, d'utiliser des gestes et aussi la langue des signes. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on peut utiliser pour s'exprimer en utilisant notre propre corps. Puis, certains enfants communiquent seulement avec ça, surtout quand ils sont plus jeunes, puis qui n'ont pas accès à certains objets ou à de la technologie. Des exemples d'outils, donc de moyens assistés, sont des tableaux de symboles. Donc, vous voyez ici à droite, là, on a plein d'appuis visuels, des façons de communiquer variées, là. Donc, on a aussi des cartes, des fois, on a aussi des claviers, comme vous voyez à gauche, des synthétiseurs vocaux, des applications de CAA pour des appareils mobiles également. Donc, ici, par exemple, on a Snapcore First, qui peut suivre l'élève. Donc, c'est sur un iPad, ça suit l'élève. Puis, on peut utiliser autant un clavier que des images. Des fois, on peut avoir des phrases déjà préenregistrées pour des besoins. Donc, par exemple, demander d'aller à la toilette ou de demander de dire qu'il n'aime pas quelque chose. Donc, des choses déjà préprogrammées comme ça, des fois, ça peut aider. Puis, évidemment, on peut aussi apprendre à produire des phrases individuellement, mais ça, c'est le côté un peu plus technique. Mais vous voyez qu'il y a vraiment une variété de façons d'utiliser des outils pour communiquer. Donc, la prochaine partie va être couverte par Émilie. Donc, j'arrête l'enregistrement, puis on se revoit à la prochaine capsule. Merci.